Quel placement choisir et comment investir? Bienvenue dans Primonial et vous, une émission dédiée à l'optimisation de votre épargne. Et pour ce premier rendez-vous, nous allons voir comment profiter des taux de crédit bas pour se constituer ou développer un patrimoine. Pour nous guider, j'ai le grand plaisir de recevoir Thierry Abidana, directeur de Primonial Gestion Privée, et Laurent Asti, directeur immobilier résidentiel de Primonial. Bonjour Pierre. Messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Laurent, je me tourne d'abord vers vous. Je le disais, les taux de crédit sont historiquement bas. Selon le Crédit Logement CSA, en février 2015, cette année, le taux moyen de crédit s'établit à 2,21%. Ma première question directe, c'est qu'est-ce que cela entraîne pour l'épargnant? Que doit-il faire? Est-ce que c'est le moment de renégocier son crédit s'il en avait un, d'acheter sa résidence principale, d'investir dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine? En un mot, est-ce que 2015, c'est l'année ou jamais pour investir? Vaste sujet. Donc effectivement, les taux ont significativement baissé puisqu'ils étaient dans les années 2001 de l'ordre de 7% sur un 20 ans constant pour être ramenés à 2,15, 2,21 aujourd'hui, ce qui fait donc un écart de 60% en 14 ans, ce qui est colossal. Les taux n'ont jamais été aussi bas, si on remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où à peu près les taux étaient à peu près à cette hauteur-là. Après, la question, c'est est-ce que ça constitue un effet d'aubaine? La réponse est clairement oui. Et en priorité, il convient donc par conséquent d'acheter sa résidence principale. Pour le remboursement d'un crédit, je rembourse aussi le loyer que j'aurais payé à un propriétaire si j'avais été locataire. Et en même temps, ça constitue un effort d'épargne. Et plus les taux sont bas, plus vite aussi je rembourse mon capital. Après, je dégage une capacité d'épargne supplémentaire. Cette capacité d'épargne, je l'investis, pourquoi pas, encore une fois, dans l'immobilier, en jouant sur les taux bas et en prenant une date plutôt de 15 ans ou 20 ans, puisque l'écart entre le 15 et 20 ans est assez faible. Donc, effet d'aubaine absolu, vérifié, validé et actif. Thierry, Oui. vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Je dirais que la baisse des taux a eu un impact assez fort sur finalement l'augmentation du pouvoir d'achat des concitoyens. Je vous donne juste deux chiffres. En 2008, quand on investissait sur 20 ans et qu'on pouvait épargner, rembourser 1 000 euros par mois, on se portait acquéreur d'un bien de 158 000 euros. Il y a quelques mois, c'était 189 000 euros, c'est-à-dire 30 000 euros de plus, c'est-à-dire un pouvoir d'achat augmenté de 20%. Et là, je suis dans l'acquisition d'un bien de jouissance, c'est-à-dire une résidence principale par exemple. Avec les effets de l'investisseur, l'économie est de l'ordre de 30%. Donc c'est tout à fait significatif et important justement de se positionner aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'arbitrage entre un autofinancement, j'utilise mon épargne que j'ai mis de côté, mois après mois, et que j'ai placé dans des comptes d'épargne liquide que je peux retirer, et l'emprunt. À quel moment doit-on choisir entre un investissement sur fonds propres finalement ou un emprunt? Thierry. Alors, même sujet, il y a plusieurs paramètres. Le plus simple, c'est le paramètre financier. J'achète une résidence secondaire, 200 000 euros, j'ai 50 000 euros de cash disponible. La question, c'est est-ce que je fais un apport de 50 000 ou pas? Pour savoir si financièrement ça a du sens, par rapport à votre question d'arbitrage, je vais regarder sur 15 ans, si je m'endette sur 15 ans, la différence entre les intérêts que va me créer le placement que j'aurais conservé et la rémunération liée au taux d'intérêt du compte sur lequel j'ai placé mon argent. Tout à fait. À le sur-effort de crédit que me coûterait le fait de m'endetter totalement. Ça, c'est pour un investissement d'immobilier de jouissance. Il faut tenir compte d'autres critères patrimoniaux, ceux-là, qui sont par exemple, est-ce que j'ai besoin davantage de prévoyance? Est-ce que j'ai besoin de disponibilité parce que je pourrais avoir d'autres opportunités d'investissement? Est-ce que la rentabilité de mes placements aujourd'hui ont du sens? Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder de manière globale. Et dès lors qu'on passe sur de l'investissement, de l'immobilier d'investissement, là il y a des leviers supplémentaires qui sont apportés, leviers qui sont liés tout simplement au mécanisme d'amortissement d'une opération immobilière et de la création de l'effet de levier qui est donc la valeur ajoutée de l'investissement par rapport à mon effort d'endettement. Et là, toujours pareil, on va aller sur un point très précis. Quand j'emprunte à 3% et que j'ai un taux d'imposition marginale de 30%, en fait mon crédit réel n'est que de 2,10.
Et donc là encore une fois, on voit bien que, et on ne parle pas de fiscalité encore, on ne parle pas de niveau de revenu locatif qu'on verra. Donc là, il y a intérêt à emprunter. Totalement. Et est-ce que, Laurent, les taux bas, ça va durer? L'OAT à 10 ans tendait vers zéro il y a quelques semaines et aujourd'hui il a pris 100 pour points de rappeler, base. l'OAT, c'est le taux d'emprunt. C'est le taux de référence sur lequel va se caler le crédit immobilier. Très bien. Et les politiques monétaires des pays occidentaux, donc pour accompagner la reprise, ont une politique, les pays occidentaux ont une politique monétaire qui, pour s'associer à la reprise, va avoir pour conséquence de générer une inflation. Donc cette inflation aura pour conséquence, et bien évidemment, la remontée des taux obligataires dont je parlais un instant, et automatiquement sur les taux de crédit. Et puis il y a une particularité de la France, c'est qu'elle fonctionne à taux fixe, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens et outre-Atlantique, Thierry. Vous avez tout à fait raison, Pierre. 90% des crédits accordés en France sont des crédits à taux fixe. C'est une spécificité, les anglo-saxons sont déjà aux variables avec des astuces pour caper la remontée des taux, etc. Et le comité de Bâle qui surveille bien évidemment la solidité financière des établissements en Europe et dans le monde est aujourd'hui vigilant sur ce point qui pourrait donc, dans un futur, j'espère pas proche, parce que on mène bien évidemment une action pour le maintenir, sécuriser les établissements financiers en obligeant la mise en place de taux variables ou de taux capés, mais en tout cas en supprimant cette spécificité, cet avantage très fort qu'on a dans une période de taux bas d'un taux fixe. Alors, Marshall Field, un chef d'entreprise américain du 19e siècle, emblématique, voyait dans l'immobilier la seule manière de s'enrichir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est toujours le cas au 21e siècle? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. En tant que représentant de l'immobilier résidentiel, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une des façons. C'est une des façons évidemment de s'enrichir. Aujourd'hui, 19e siècle, 21e siècle, on n'est pas dans le même contexte nécessairement. Mais pour les particuliers, je pense que c'est la plus accessible. Pour autant, il faut savoir sélectionner aussi ces investissements. Alors, dans le métier de l'immobilier, on a une expression qui est l'adresse, l'adresse et l'adresse. Donc, c'est assez simple. Il est clair qu'il faut savoir analyser les différents marchés français, sélectionner un produit situé sur une zone d'emploi, une zone à un taux démographique favorable, positif, et puis sur des villes bénéficiant d'une activité économique diversifiée. Mais est-ce qu'on peut espérer un taux de rendement important? On sait qu'à Paris, les prix sont déjà très hauts. Est-ce qu'ils vont encore augmenter? Est-ce qu'on peut réaliser une plus-value aujourd'hui avec l'immobilier importante? Rétrospectivement, on a vu que les prix avaient augmenté de 127%, je dirais, sur une quinzaine d'années, selon les villes, parce que vous avez des villes où on a eu plus de 200%, d'autres moins. Ça dépend justement de la santé économique de la ville, de son taux démographique, des flux migratoires, etc. Tous ces sujets doivent être pris en considération pour faire la meilleure des sélections. Après, ça reste prospectif, bien évidemment. Les taux de rendement sont relativement bons sur le résidentiel. On est entre 3,5, 4,5 selon les zones, évidemment. Plus on se rapproche de l'épicentre de Paris, plus le taux est bas. Mais effectivement, on est sur de la pierre et peut-être qu'on ne peut pas jouer la plus-value, mais au moins on sécurise le prix de l'immobilier tel qu'il a été acheté à un instant donné. Alors, vous parliez de résidentiel, il y a aussi peut-être une particularité de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un immobilier, mais plusieurs immobiliers. Alors, vous avez plusieurs immobiliers, effectivement. Vous avez l'immobilier résidentiel, d'abord, dont je me préoccupe, donc qui est vous avez dans l'immobilier physique ce qu'on appelle en gros l'achat d'un appartement. Oui. Vous avez l'appartement qui va être nu, donc au sens où il n'est pas meublé. Et puis vous avez l'immobilier géré qui lui par contre va donc faire l'objet de la signature d'un bail commercial avec un exploitant dans le cadre d'une résidence thématique. Donc si on s'attarde un peu là-dessus,
La résidence thématique service, vous avez 4 services minimum qui vont être donc délivrés à l'utilisateur, au client final, qui va occuper les lieux, va être thématique à sens où elle va s'orienter sur une résidence pour étudiants, résidence personnes âgées. Alors vous avez dans la personne âgée, vous avez l'EHPAD, établissement public, établissement hospitalier pour la personne âgée dépendante. Donc, et puis vous avez ce qu'on appelle les RSS, les résidences services seniors. Et puis encore, on peut retrouver du loisir, résidence-service orienté sur le loisir uniquement, et puis sur le tourisme affaires, qui sont, là on a une double utilisation, séquencée, tourisme dans, je dirais, par exemple, le week-end, et puis affaires la semaine. Voilà, donc on a, oui, il y a différentes classes évidemment, mais c'est assez diversifié. Si on revient sur le résidentiel pur, vous avez des appartements sur le nu par exemple, qui sont neufs ou anciens. Donc sur le neuf, il s'agit d'une vente en état futur d'achèvement, c'est de l'achat sur plan, avec une fiscalité, donc tu parlais tout à l'heure, à savoir que les pouvoirs publics, le gouvernement a promulgué dans le cadre de la loi de finances 2015, de nouvelles dispositions qu'on appelle les dispositions Pinel, qui sont un succès, clairement, puisqu'il y a une augmentation significative des investissements dans le neuf, dans le cadre de dispositions Pinel. En plus, si je peux m'autoriser, on a comme classe d'actifs immobilières les sociétés civiles de placement immobilier, les fameuses SCPI. Ou encore la pierre papier, on l'appelle souvent. Tout à fait, c'est la terminologie utilisée, qui est finalement un investissement peu connu du grand public, parce qu'il y a très peu de foyers français qui en détiennent, et qui pourtant revêt énormément d'avantages. La première chose, c'est qu'elle vous permet d'accéder à une typologie d'immobilier qui n'est pas accessible aux tout venants. Vous pouvez acheter des bureaux, vous pouvez acheter des commerces, vous pouvez acheter, là encore, et ça le vent en poupe, parce que c'est un double levier, c'est un levier économique pour l'investisseur, mais c'est un levier économique aussi pour la France, des produits qui vont investir dans la santé, dans l'éducation par exemple, ou dans la retraite. Et donc ces produits soit génèrent du rendement, soit créent des avantages, que ce soit fiscal ou par la capitalisation tout simplement. Et c'est aujourd'hui un axe d'investissement possible, avec des rendements qui, pour certaines SCPI intéressantes, délivrent du 5%. Alors quand vous mettez ça en parallèle avec un crédit à 2,53, vous voyez mécaniquement l'impact positif que ça peut avoir en l'effet de levier. Alors Thierry, si je vous écoute, j'ai envie en effet de profiter de ces taux bas, quelle doit être ma stratégie? Quelles doivent être les bonnes questions que je dois me poser pour choisir mes produits, pour ensuite gérer l'horizon de temps? Voilà, quelles sont les bonnes questions que je dois me poser? Alors, quel est le conseiller qui va m'accompagner? C'est la première question qu'il faut se poser, parce que bien évidemment, le produit miracle n'existe pas. On vous dit que les taux de crédit sont bas depuis tout à l'heure, on en est convaincu, c'est une opportunité, c'est une aubaine. La question c'est, est-ce que ça me concerne? Donc, pour mettre en place une stratégie, il faut d'abord comprendre les tenants et aboutissants de l'investisseur, quelle est sa sensibilité à l'investissement, quels sont ses projets, est-ce que c'est pour générer du revenu immédiat, est-ce que c'est pour générer du revenu futur, est-ce que c'est pour créer du patrimoine supplémentaire. Donc tous ces leviers, toutes ces questions sont fondamentales pour choisir, parce qu'après, on l'a vu, il y a tellement de choix possibles, et aujourd'hui avec les techniques qui sont les nôtres, on peut en plus associer des produits. Vous pouvez très bien, sur un seul investissement, pour un seul objectif, par exemple créer un revenu futur pour préparer ma retraite, on va utiliser un crédit in fine parce que j'ai une tranche d'imposition importante. Je vais faire un placement qui va me mettre sur un outil, des OPCVM actions ou des fonds euros en fonction de ma sensibilité à l'investissement. Je vais donc acheter du papier, ce qui s'appelle le crédit. Je vais peut-être acheter du Pinel ou un meublé, et je vais peut-être l'associer avec de la SCPI pour optimiser mon effet de levier et créer davantage de valeur future et donc davantage de revenus. Donc la stratégie unique n'existe pas, elle est obligatoirement personnalisée, et de la même manière que Laurent le disait, choisir un bien immobilier, sélectionner un bien immobilier, c'est pas juste aller dans un quartier et se dire tiens ça a l'air bien, il y a toute une projection à faire, et dans la stratégie patrimoniale, oui on a intérêt à faire du crédit, mais oui il faut d'abord s'assurer que ça a du sens patrimonialement, et ensuite de savoir sélectionner. Et que ça a du sens pour vous par rapport à sa situation, à sa situation patrimoniale, ses objectifs aussi peut-être. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut une bonne adéquation entre le profil de l'investisseur et les solutions qu'on va mettre en place pour répondre au mieux aux objectifs définis par le client. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ?
Pas mieux? Pas mieux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la Merci fin. à vous. Merci Pierre, à très bientôt. Au revoir.